Yves Buya, ces 9e G de la francophonie sont une occasion pour la réélection de Félix Tshisekedi. Mon cher, ça c'est la pure récupération politique et c'est ce que je note. Donc, le succès n'a rien à voir avec Tshisekedi, c'est venir. D'ailleurs, vous savez, je vous donne l'information, le Canada avait décliné l'offre d'organiser ces 9e Jeux de la francophonie. Vous avez été formé comme moi, vous le savez. Mais cette précipitation du Congo c'était quoi? C'était fait à désert, on récupère, on va accélérer les choses, comme on n'a pas un mandat, un bilan. Maintenant, nous allons offrir ça aux Congolais comme bilan. Ce monsieur-là a quand même réussi à faire rêver. Vous parlez d'Isidore Kwanja. Je parle d'Isidore Kwanja. A quand même réussi à faire rêver les Congolais. Quand vous parlez de question de l'élection, le Congo est un pays de culture, d'art et de sport. Organiser un événement qui n'a peut-être pas d'incidence économique directe, comme les gens peuvent le penser, mais qui, sur le plan diplomatique, sur le plan image, sur le plan international, et culturel, réunir des artistes tels qu'on a vu, positivement le genre, peut facilement promouvoir des talents. Je crois qu'il ne faudra pas ignorer. La société est un tout, c'est un bloc. C'est un investissement dans la jeunesse. Exactement. Donc en gros ici, il est vrai qu'aujourd'hui la question du vote, quand on regarde la réalité sociologique de la RDC, les premiers agrégats qui peuvent justifier le choix d'un dirigeant, c'est le contexte social, particulièrement la vie de tous les jours. Ça c'est une certitude. Il y a des difficultés à ces niveaux-là, mais il n'y a pas que ça aussi dans la vie. Ce qui est sûr, c'est que c'est prioritaire, mais en dehors de ça, dans l'organisation de la société, il y a autre chose. Autant qu'on a été content ici quand on a obtenu notre premier CHAN, puis un deuxième, et que finalement, cette période-là, ça a servi aussi d'argument. Ça a prouvé à suffisance que le sport congolais commence à prendre de l'élan, autant que le jeu de la francophonie sera un indicateur pour le sport et pour la culture congolaise. Pourquoi es-tu ces succès? J'aimerais que vous me donniez un peu de détails. Dans les jours qui suivent, il y aura un grand audit qui doit se faire. Monsieur Isidore Kwanja sera audité. Ce comité-là sera audité. Ça, c'est déjà un passeport confisqué. Ah, il dit que M. Isidore Kwanja, j'apprends qu'il serait canadien. D'ailleurs, qu'il serait canadien, je ne confirme pas, je mets au conditionnel. Lui, il dit qu'il a déjà un passeport confisqué. Confisqué par qui? Parce qu'il y a l'audit, il ne doit pas quitter le pays. Il ne doit pas quitter le pays. M. Isidore Kwanja, d'après plusieurs sources, il aurait déjà un passeport. Mais tout le monde, les gens disent que c'est un Congolais digne de ce nom qui a fait preuve d'une organisation impeccable. C'est un modèle. Il a fait rêver les Congolais. On a vu la cérémonie d'ouverture, même lors de la CAN au Cameroun. On n'a jamais vu ça. Moi, je sais qu'il a un passeport congolais diplomatique. Que d'après plusieurs sources, il semblerait que son passeport canadien, au conditionnel, son passeport canadien. Je dis passeport canadien. Donc je sais qu'il y a déjà des petits couacs, le monsieur doit se justifier, c'est canadien congolais doit se justifier. Donc c'est ce que je dis parce qu'il y a déjà d'après plusieurs sources des malversations financières. Pensez-vous qu'aujourd'hui, la SENCO et l'SCC ont raison pour apaiser les tensions, rassurer tout le monde, d'aller auditer les fichiers de la CENI? Ils se prennent pour qui? Les gens ne savent pas quelles sont les implications de pouvoir refaire l'audit du fichier électoral. C'est-à-dire que si dans cet audit du fichier électoral, il y a une décadence, ne serait-ce que de 2 voix seulement, c'est-à-dire que la proposition de la loi sur la répartition des sièges, qui est l'Assemblée nationale, doit être revue. Qui endosse le retard? Quand vous voyez, c'est pour vous répondre grosso modo, vous voyez que après le départ des catholiques, des cathos, vous voyez les CC qui étaient partis, qui ne croyaient pas, qui avaient d'ailleurs accusé M. Denis Kadima pour lui dire que ce n'était pas une organisation des élections fiables. Et à la faute, à défaut de récupérer l'OIF, Cholet, vous vous rappelez, avait dit à Kadima, il faut nous trouver une solution palliative crédible. Mais eux-mêmes reviennent à charge de ça pour dire, non, écoutez, nous sommes prêts d'auditer ces fichiers électoraux avec d'autres structures pour apaiser. Ça signifie quoi? Comme s'il fallait auditer, Mike Gardi l'a dit, il faut encore revoir la loi électorale. Le Parlement est en vacances. Le mois de septembre sera un mois purement budgétaire. C'est-à-dire que ça sera une session budgétaire. Il faut revoir le seuil. Il faut tout revoir. Ça sera, donc comme disent les juristes, tout sera à bon volant. Si Kabila Fayou ne départait pas, nous aurons une seule personne aujourd'hui qui est une amère pour les pouvoirs, c'est Katumbi. Pour
moi, en termes d'analyse, le président de la République doit... Kabila n'est même pas candidat, il n'ira même Non, pas au je parle du FCC. Du FCC, oui. Oui, du FCC. Pour moi, à la limite, il faut faire revenir les FCC au processus électoral, faire revenir le processus électoral. Pour que Tshisekedi gagne les élections. Non, ça permettra au président de la République. Là, ça va barrer la route à Katoumi. Non, ça permettra au pouvoir d'avoir plusieurs candidatures de l'opposition qui va en même temps émietter les voix de l'opposition. Donc ça va créer un boulevard pour la stratégie politique. C'est une analyse politique. D'où il faut pour moi... Donc vous plaidez pour la réélection de Félix Tshisekedi? Non, je ne plaide pas. Je ne plaide pas. C'est une analyse que j'ai faite. Ça a beaucoup fait gagner à Kabila de disperser l'opposition avec plusieurs candidatures et ça faisait toujours gagner. Ça lui a... Bonjour très chers téléspectateurs, nous sommes très contents de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de cette émission, le débat congolais, une émission de Amen TV. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les questions chaudes de l'actualité. Il va bien s'agir de 9e jet de la francophonie, comme tout le monde en parle, au niveau national et international. Nous allons revenir en long et en large sur c'est 9e jet de la francophonie. Le thème de l'émission de ce jour est intitulé 9e jet de la francophonie, une occasion pour la réélection de Félix Tshisekedi. Point d'interrogation. Et en deuxième lieu, nous allons parler aussi de la proposition de la mission d'observation électorale de la SENCO et l'ECC, qui ont les deux organisations proposé l'audit du fichier électoral. Nous allons vraiment revenir encore là-dessus avec des éminents journalistes. Sur ces plateaux, vous allez bien le découvrir. Il s'agit ici, plus près de moi, de monsieur Yves Bouya, surnommé autrement appelé l'homme des toilettages techniques. Il est journaliste et fondateur de CNews. Yves Bouya, bienvenue dans cette émission. Ah oui, d'abord, merci pour l'invitation. Pour moi, c'est une première de participer à cette émission. J'ai reçu moult de vos invitations, mais vu mon emploi du temps et mon timing, cela ne me permettait pas de rehausser, soit de pointer présent à l'émission, mais je pense qu'aujourd'hui, vous avez fait la très grosse prise. Vous avez fait de votre mieux. Vous avez installé des barricades, érigé des barricades, excusez-moi, pour ma voix. Je suis tombé dans ces barricades. Je ne savais pas comment fuir. Et pour cette fois-ci, vous m'avez eu, je suis là et je réponds présent. Encore merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Yves Bouya. Une grosse prise, point d'interrogation ou d'exclamation. Vous allez découvrir ça dans cette émission. Et à côté de Yves Bouya, il y a Mike Gardi Diana. Anel Kadiana, il est journaliste aussi et fondateur de Front-Tirer et Médias en ligne. Bienvenue à cette émission. Merci beaucoup, Charles Lequin. Je ne crois que je ne tiendrai pas les discours de Yves Bouya, mais c'est toujours un plaisir de retrouver ce plateau d'Amen et surtout pour la première fois cette émission. Merci beaucoup. Alors, la question est d'actualité, c'est sur toutes les lèvres. 40 pays se sont retrouvés en République démocratique du Congo pour prendre part à ce 9e jeu de la francophonie. In fine, la RDC s'en sort avec 34 médailles. Et les jeux de la francophonie qui se sont déroulés dans un contexte particulier où on parlait de kidnapping, de climat, de sécurité jamais vécu à Kinshasa. Et finalement, ces jeux se sont déroulés. Quelles sont vos impressions à chaud, Monsieur Gardi Diana? Merci pour la question. Je crois que
il n'y a pas meilleur pour pouvoir puiser dans les phrases de Zeina, la coordonnatrice du Comité international des Jeux de la francophonie, qui a sorti une phrase, moi, qui m'a beaucoup ébloui. Il a dit « Le miracle est congolais ». Et je sais comprendre dans quel contexte elle a dit cela, parce que jusqu'à 1-2 semaines de l'organisation de ces Jeux, il y avait encore des infrastructures où les gens étaient incertains sur la praticabilité. Encore une fois de plus, je peux dire que j'ai été émerveillé pour une première fois, mais je ne doutais pas du génie congolais. Quand on voit la qualité des infrastructures construites par des Congolais, on se dit, la phrase que tous les Congolais se disent, il suffit d'une bonne volonté pour faire de grandes choses dans ces pays. Je crois que les impressions, peut-être pas à l'unanimité, mais la majeure partie des Congolais vous diront que le jeu de la francophonie aujourd'hui est devenu une fierté pour le Congolais. Ça nous a remis de l'adrénaline pour comprendre que finalement ces pays, on peut aller encore beaucoup plus loin quand on a de la volonté et quand on a la détermination. Mes impressions sont tellement bonnes que je profite pour en tout cas tirer mon chapeau à tous ceux qui ont œuvré à la réalisation de ce jeu de la francophonie, aux amis, aux entreprises congolaises qui ont pris le contrat de la construction des différents gymnases et aires de jeu. Sincères félicitations. À l'organisation, un très grand merci et félicitations à eux, mais aussi au gouvernement de la République qui a mis beaucoup de moyens et beaucoup de sa volonté pour que finalement ces choses se réalisent, et aux Congolais qui ont pour une première fois, les Jeux de la francophonie n'ont jamais connu un tel engouement. Les gens payaient des billets pour aller au stade même quand il n'y a pas de compétition. Ça, c'est la preuve que le Congo est un pays merveilleux. Le Congo est un pays hospitalier. Le Congolais a prouvé encore une fois de plus son hospitalité légendaire et a prouvé au monde que nous sommes des gens avec un grand cœur, capables de pouvoir aller plus haut et de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. Ah, beaucoup de mots, hein. Adrénaline, émerveillement, engouement, hospitalité. Ça, c'est Mike Gardidiana. Nous allons revenir là-dessus pour creuser encore, afin que l'on puisse, bien entendu, décortiquer toute cette organisation. Yves Bouya, vos impressions à chaud? Ben oui, pour moi, je note que ça a été un moment très fort pour vendre les pays à l'international. Les pays étaient mis en avant-plan à l'international. Nous avions vu comment est-ce que les continents africains étaient braqués sur le Congo, les grands médias, que je refuse de citer ici pour la publicité. J'ai dit bravo, l'image du Congo a été vendue, qui ne revient pas à une seule personne, comme on veut nous faire comprendre par les cultes de la personnalité. Ça, je ne suis pas d'accord, parce que là, vous savez que ce sont les Congolais, comme l'a dit ici Mike Gardidiana, qui ont été tous unis pour la patrie, parce qu'il fallait vendre l'image du Congo. Mais ce que je puis dire, où je suis d'accord avec Mike Gardidiana, quand il parle de l'hospitalité, les Congolais, même dans sa misère la plus latente, la plus explosive, la plus affichée, les Congolais ont toujours été hospitaliers. Les Congolais, c'est accueillir du monde, les personnalités. C'est ça la force du Congolais. Il ne faut pas me dire que cette hospitalité des Congolais est née sous l'ère Tshisekedi, soit c'est made in Tshisekedi Félix Tshilombo. Non. Si vous voyez, nous répondons du temps des grandes manifs que le Congo est connu depuis Mobutu. Je vous cite ici les combats Mohamed Ali Foreman. Les Aïwa, à l'époque, ce Congolais d'aujourd'hui, avaient aussi affiché leur hospitalité aux délégations qui étaient venues à travers le monde pour suivre ces grands combats entre Mohamed Ali et Foreman. La Coupe d'Afrique que le Congo a eu organisée, je pense ici. Je peux citer plusieurs compétitions ici. Le Congo n'a jamais organisé une Coupe d'Afrique.
les compétitions africaines que nous avons. Je crois qu'en termes d'événements, il y en a plein. Écoutez, il y en a plein. On a organisé plusieurs compétitions ici, ça soit plusieurs compétitions. Les Congolais ont toujours affiché cette hospitalité. Et moi, je refuse qu'on puisse dire que cette hospitalité est venue parce qu'il y a eu un engouement. L'engouement des Congolais. Les Congolais ont toujours eu cet engouement pour la patrie. Et surtout quand ils ont les occasions, les Congolais mettent de côté leurs différends pour donner une autre image du Congo. Ça, merci aux Congolais. Mais pour ajouter, j'ai aussi de la volonté. Je suis d'accord aussi avec Mike Gardidiana, qui est une tête bien réfléchie, une jugeote, comme je peux le dire. C'est une jugeote parce que au Congo, les problèmes du Congo, comme je l'ai toujours dit, sont connus. Mais c'est question de volonté politique. Pourquoi est-ce que il aurait fallu entendre l'événement de la francophonie pour aujourd'hui nous relooker certaines gymnases construits à la limite, nous relooker, soit nous rénover la piscine olympique, si je peux le dire, du campus de l'UNIKID. Pourquoi est-ce qu'il aurait fallu entendre cet événement de la francophonie pour nous relooker, si je dois encore le dire, les stades Tata Raphaël? Non, c'est question de volonté. Mais je note aussi des failles sur le plan nutrition alimentaire. J'avais fait une enquête ici où j'avais appris de mes sources qu'il y avait 5 millions de dollars conclus d'un contrat scellé entre le comité d'organisation nationale de la francophonie avec la firme Françoise Vivendi à hauteur de 5 millions de dollars pour nourrir 2500 athlètes. Mais quand je vois ces 5 millions de dollars sortis d'après plusieurs sources, et je tire aussi des médias d'un confrère, Edmond Izuba, pour nourrir 2500 athlètes, mais je vois dans les réseaux sociaux, il y a des athlètes d'un pays malgache en train de revendiquer à manger. Mais est-ce qu'il y a là un problème de la RDC ou bien du restaurateur? Mais écoutez, déjà quand il y a 5 millions, les restaurateurs, c'était Vivendi. Alors, donc le problème n'est pas la RDC, c'est plutôt la société. Pourquoi prendre 5 millions de Congolais, des poches de l'argent des Congolais, des contrôles des Congolais pour nourrir ces 2500 athlètes? Alors, et puis par après, j'aimerais d'abord te poser cette question. Pour dire ici qu'ils n'ont pas mangé, qu'ils ne dormaient pas bien et tout comme ça. J'aimerais d'abord te poser cette question. Avant la tenue de cette édition des Jeux de la francophonie, il y avait un climat de terreur, de panique, d'insécurité incroyable à Kinshasa. Et cela a conduit à des procès que nous avons tous suivis. Est-ce qu'aujourd'hui, Yves Bouya, pensez-vous que tout cela était fait pour empêcher la réussite, sinon la tenue de ces Jeux de la francophonie à Kinshasa? Non, je ne pense pas. Écoutez, mon cher ami Chalek Nkankou, Kinshasa, le Congo vit toujours sous une insécurité immense. Mais pas comme c'est à quoi on a assisté. La francophonie est finie. Demain, nous attendrons que les Koulouna auront coupé quelques oreilles des Congolais ici avec des machettes. Alors je dis ici, il ne fallait pas attendre que la francophonie pour faire semblant d'instaurer la sécurité. Il ne fallait pas attendre que la francophonie pour nous électrifier Kinshasa. Moi, je suis revenu d'Europe quand la francophonie est arrivée. J'ai quitté Ndjili, juste chez moi à Bandal. J'ai vu tous les lampadaires sur Kinshasa, de l'aéroport, jusque, je pense, où Avenue de Libération était allumée. Mais la francophonie a fermé ses portes depuis dimanche hier. Mais nous verrons bien, jusqu'au dimanche ici, tous ces lampadaires et ampoules de la ville ne vont plus éclairer. Merci beaucoup. Alors, Mike Gardidiana, la volonté politique doit dominer tout. Il ne faudrait pas seulement attendre les grosses manifs, les grosses occasions pour faire semblant, pour donner l'image qu'on peut faire. Pourtant, les Congolais, leurs problèmes au quotidien sont Gardidiana, question de volonté. Comme Gard l'a dit, c'est question de volonté politique. Si on y met la volonté politique, nous allons tous résoudre les problèmes. Merci beaucoup. Mike Gardidiana, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer dans l'organisation des CG de la francophonie? Nous avons vu que tout a été fait pratiquement dans une pression incroyable. Est-ce que le Congo a fait face à une impréparation avant de se rattraper par la suite pour que les choses soient organisées de cette manière-là? Est-ce pas un sursaut d'orgueil
que ces jeux ont été organisés de cette façon-là, nous pouvons tirer finalement quelle leçon à l'issue de ces jeux ici? Merci pour la question. Je crois que dans le leçon, il y en a plein. Quand vous parlez de l'impréparation, oui, l'impréparation est presque dans l'ADN du Congolais. On est dans les curatifs que dans les préventifs. Ça, c'est nous, c'est un défaut. Il faudra qu'on le reconnaisse. Mais la leçon qu'on doit tirer, c'est qu'on a du potentiel. Et qu'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui n'est pas un monde qui vit le carpe diem, saisit l'instant présent. Le Congo est capable d'aller très loin. Le Congo est capable de jouer pleinement son rôle dès lors qu'on rentrera dans la dimension stratégique de la vie et de l'organisation de la société. Suivez le discours du chef de l'État face aux basketteuses au vestiaire. Vous vous rendez compte, lui, le citoyen numéro 1, reconnaît que ces filles-là ne se sont préparées que pendant 2 semaines. Mais ils nous ont produit ces niveaux-là. Ce n'est pas la première. De l'impréparation. Je vous dis, le Congo est déjà champion d'Afrique, je crois, si je ne m'abuse, entre 2017-2018 en basket. C'est-à-dire qu'on a du potentiel. La plupart des expatriés qui arrivent chez nous ont eu tous la même phrase. Le Congo est un vivier de talent. Mais le problème, encore une fois de plus, c'est que nous, l'encadrement, l'anticipation n'est pas notre fort. Aujourd'hui, on doit comprendre que il ne faut pas attendre les grands événements pour pouvoir faire quoi que ce soit, mais aussi après les grands événements, il faut capitaliser les acquis. C'est quoi les acquis? Vous savez, la notion des infrastructures, c'est vrai que nous, on était en déficit, mais à chaque fois qu'on veut organiser une grande compétition, il y a toujours des moyens qui sortent. Ça, c'est une tradition. Le Cameroun a raté presque l'organisation de la CAN parce que jusqu'à quelques minutes, quelques heures de l'organisation de la CAN n'était pas prêt avec les différentes infrastructures mises en place. Je crois que pour une fois, nous, c'était pas, faut pas comparer, c'est pas le même budget, c'est pas à la hauteur de ce que nécessitait le Cameroun, mais on a prouvé à suffisance qu'avec de la volonté, on peut faire des très grandes choses. Je voulais revenir sur un... Mais est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment un miracle tel que vous l'avez dit non, ici, moi. la dame Zeina? Est-ce que c'est vraiment un miracle ou une organisation mûrement réfléchie et réussie? Bon, en fait, on peut attribuer ces succès à quoi finalement? Vous savez, quand elle a parlé du miracle, c'est une métaphore en fait, dans le sens où personne, si vous allez dans le pronostic, déjà au niveau international, les gens savaient. Il y a même des délégations qui ont désisté parce qu'ils se disaient, ces jeux-là n'auront pas lieu, ni maintenant ni après, parce que le Congo n'est pas prêt. Ils ne sont pas capables d'organiser de pouvoir organiser de tels événements. Et si vous suivez les commentaires, moi j'ai regardé la compétition sur TV5 Monde parce que j'étais très intéressé sur le commentaire qui y était. Vous vous rendrez compte que le langage qui était là, ça dit même le monde. Les Français ont été éblouis en fait par la capacité d'organisation de Congolais. Un détail que je voulais donner. Il est vrai que quand Yves Bouye a évoqué la question de la restauration, c'était un sérieux problème. Mais est-ce que vraiment la RDC n'a pas eu des restaurateurs qui pouvaient nourrir tous ces athlètes-là? Mettons-nous d'accord sur une chose. Je crois que Yves Bouye est très proche des organisateurs que moi. Mais il y a un élément essentiel. Avant de pouvoir attribuer ces marchés, le coordonnateur national a même tenté de mettre en place un consortium de restaurateurs congolais. Oui. Mais ce groupe a été confronté aux besoins. La demande était énorme. Or, l'idée de pouvoir... Donc, tous les restaurateurs congolais réunis ne pouvaient pas nourrir 2500 personnes? Il y en a combien? On peut citer. Tout le grand... Donc, il n'y en a pas à Lubumbashi, à Goma, à Kinshasa, Bukavu, partout là, il n'y en a pas? Dans l'impréparation. Vous voulez faire venir des gens venus de Goma, non, mais c'est pas quand même, c'est pas aujourd'hui que les jeux de la francophonie ont été annoncés. Je vous parle de l'impréparation. L'erreur de la RDC à ces niveaux-là, c'est dans l'impréparation. Si on a été très avisé, on aurait organisé cela bien avant. Donc, on a manqué l'occasion de booster les petites et moyennes entreprises congolaises. Quand on lui parle, la question de la restauration, c'est des questions qui sont intervenues 6-7 mois avant les débuts de jeu. Bon, on parle de ça, mais qui va s'occuper de la restauration? Mais un détail que je voulais donner. Même l'impression, on a vu l'impression même des affiches. Laissez-moi d'abord donner ça venait toujours de la France, là. Le 5 millions dépensés dans la consommation n'est pas l'argent du trésor public. OK. Les trésors publics a dépensé pour organiser l'accueil du jeu, les infrastructures et tout ce qui va avec. Bon, c'était du 50-50, hein, selon ce qu'on a dit. Laissez-moi vous expliquer du côté détail. Mais il y a eu un budget de 66,9 millions d'euros, soit près de 70 millions. C'est un budget financé par la francophonie, par la cotisation des États membres. Mais la RDC, en tant que pays organisateur, on a déboursé plus parce qu'il fallait mettre sur pied les infrastructures et autres.
Et ce qui fait que même dans ces contrats-là, Isidore Kwanja n'était pas le seul à décider. J'ai toujours dit aux gens, il y a le comité national qui n'est que la branche pour pouvoir assurer de manière locale, mais les grandes décisions sont prises aussi au niveau du comité international. La preuve, c'est que Zeyna était partout. Et Zeyna joue à la fois le rôle de coordonnatrice, mais aussi des contrôleurs. Elle surveillait chaque mouvement, chaque pas. C'est la dame qui a imposé aux artistes qui voulaient faire le gros dos. Non, vous êtes obligés de répéter. Elle dit non, non, Fally Ipupa, tu dois répéter. Oh non, j'ai un problème de voix. Non, non, c'est dans le contrat et vous êtes obligés de vous plier. Donc en gros, dans l'organisation, la restauration, même si la dame qui a réclamé la malgache est revenue sur sa déclaration un peu pour dire que maintenant il mange bien, sur l'intervention de la présidence. Grossière erreur encore une fois de plus. Il ne faudra pas que la présidence joue à la providence. On est dans un jeu de la francophonie, il y a un comité national. La présidence ne doit pas descendre jusqu'au niveau de la restauration pour aller résoudre de problèmes. C'est à ce niveau-là que le comité a laissé transparaître les erreurs dans la dimension organisation. C'est là où je vous dis que c'est une grossière erreur. Même au niveau de la restauration. Même dans la programmation des artistes, là, il y a eu beaucoup de couacs là-bas. Il y a eu du chamboulement comme pas possible. Tantôt au Stade de Martyrs, tantôt parce qu'on voulait... Moi, j'ai compris l'esprit du comité. Le comité ne voulait pas laisser la francophonie sur une note de polémique et d'insatisfaction. Il voulait trouver un juste milieu pour satisfaire tout le monde parce que, culturellement, aujourd'hui, les débats sont conduits par deux têtes. Mais ma question demeure, à quoi est dû véritablement ces succès? Parce que tous les médias internationaux en parlent, personne n'était prêt à accepter que les Congolais pouvaient organiser ces jeux de cette façon. La réponse à votre question a été déjà donnée, c'est dû à la volonté. La volonté des Congolais ou du comité international des jeux de la francophonie? C'est la volonté des Congolais d'abord. Le comité international était suffisamment préparé parce qu'ils ont eu des discussions, ils ont voté un budget, tout a été calé, ok. Mais c'est au pays organisateur, ou dans ce contexte, on dira le pays d'accueil de jeux de la francophonie, pour pouvoir mettre tout sur pied. À ces niveaux-là, croyez-moi, il y a eu beaucoup de volonté de pouvoir adorer, et moi je peux comprendre pourquoi. Parce qu'il était grand temps. On est dans une dynamique sur le chiquier international. Le Congo est dans un travail de redorer l'image. Au regard du contexte sécuritaire qui est le nôtre, il faudra utiliser tous les canaux possibles pour pouvoir cette fois-là parler un langage un peu plus haut et audible. Et je crois qu'on s'est servi de jeu de la francophonie pour essayer de tordre un peu le cou à cette image négative qu'on vend du Congo parce que, croyez-moi, nous qui avons l'habitude de temps en temps, même si c'est arrivé longtemps, quand vous êtes à l'extérieur, les gens ont une perception du Congo où ça tire à balles réelles constamment et à tout moment. Et quand on parle de l'insécurité de l'Est, on pense que c'est insécurisé et généralisé. Et quand vous parlez du Congo, les gens pensent que c'est vraiment un pays où les gens meurent de faim, de soif. Ce qui fait qu'il fallait redorer cette image-là. Mais aussi en termes d'organisation, on a vendu une très mauvaise image. Le Congolais est passé maître dans l'art de l'arnaque. Ce qui fait qu'on a perdu cette... Comment ça? Si, le Congolais, quand vous allez ailleurs, le Congolais, c'est justement cet escroc-là qui okay. n'est jamais posé, qui constamment est dans des combines malveillantes. Et je crois que c'était une organisation pour pouvoir laver d'abord cette image-là. Très bien. On est capable d'organiser les conflits. Yves Bouya, je vous repose la même question là. Moi, comme Gardi Diana, j'étais intéressé par les commentaires, notamment des journalistes étrangers et la réaction des délégués qui étaient ici. Mais ils sont impressionnés de voir ces pays organiser ces jeux de cette façon-là. À quoi est dû ces miracles-là, Yves Bouya? Est-ce que pouvons-nous dire que c'est la volonté, tout simplement, des Congolais qui y ont fait un sursaut d'orgueil? Ou c'est quoi exactement? À quoi est dû ce succès? Moi, ce que je puis dire, nous parlons sur ce plateau de la restauration. J'ai parlé des 5 millions de dollars que le gouvernement congolais a signé un contrat avec la firme française Vivendi, qui aurait d'ailleurs payé en amont la prestation de Fally Ipupa. Il fallait que la nourriture soit embarquée, embarque dans des cargos Air France. Excusez-moi pour peut-être pour la publicité, mais si vous comprenez bien, c'est un marché qui est passé de gré à gré.
que Diana... Encore faudrait-il le prouver, hein, si c'est passé les gré à gré. Hein. Je vous donne des dates. Quand Diana avait aujourd'hui disculpé aussi les gouvernements, non. Il y a M. Isidore Kwanja qui avait écrit à la DGCMP les 10 mai, je pense, pour dire que nous allons accueillir, nous accueillons le jeu de la francophonie, voilà sur la restauration, il y a 5 millions mis à disposition, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on peut passer ces marchés de gré à gré ou après? Donc il n'y a pas eu appel d'offres, rien du tout. Il n'y a pas eu appel d'offres. Mais parce que lui a dit que les restaurateurs congolais n'étaient pas en mesure de... Je vous dis, parce que lui veut disculper le gouvernement. Comment il veut disculper le gouvernement? Parce que M. Isidore Kwanja a écrit à la DGCMP. Il écrit le 10 mai. Et le 4 mai, la DGCMP répond à M. Isidore Kwanja pour lui dire oui, nous acceptons les marchés. L'appel, il n'y avait pas appel d'offres, mais c'était un marché qu'ils ont passé de gré à gré, à hauteur de 5 millions de dollars. Vous comprenez? Donc, c'est qu'il y a une part du gouvernement dedans parce que c'est passé, c'est nous, c'est le gouvernement congolais qui s'est engagé. Alors, quand on engage, le gouvernement congolais s'engage aussi dans la restauration pour 5 millions et les délégations qui arrivent, une des délégations ne donne pas bien, qui ne mange pas bien, et lui-même l'a très bien souligné ici, que c'est la présidence qui intervient. C'est quand même grave ça. Et on voit la malgache en train de manger, en train de sourire, on ne sait pas si elle mangeait quoi, du riz avec les matembélés, avec un peu de cuisses, en train de sourire. Alors, qui a apporté les riz? La présidence. Alors, au lieu de remercier les organisateurs, elle remercie la présidence. Tu fais un peu de l'humour là. Tu fais un peu de l'humour, Yves Bouya. Non, mais ça, c'est pas de l'humour. J'ai vu ça dans les réseaux sociaux. Moi, j'ai vu dans les réseaux sociaux. La dame avait fait une autre vidéo. Et puis après, je l'ai vu en cagoule, en train de manger du riz avec les matembélés et avec un petit morceau de cuisse comme ça, venu je ne sais de quelques chambres froides de la présidence. Donc moi, je pense qu'il y a eu vraiment trop de couacs dans l'organisation. C'est de la précipitation. Bon, je comprends votre question. Quand vous me dites... Et puis, à quoi est dû ce succès? J'aimerais que vous me donniez un peu de détails. Dans les jours qui suivent, il y aura un grand audit qui doit se faire. Monsieur Isidore Kwanja sera audité. Ce comité-là sera audité. Ça, c'est déjà un passeport confisqué. Ah, il dit que monsieur Isidore Kwanja, j'apprends qu'il serait canadien. D'ailleurs, qu'il serait canadien, je ne confirme pas, je le mets au conditionnel. Lui, il dit qu'il a déjà un passeport confisqué. Confisqué par qui? Parce qu'il y a l'audit, il ne doit pas quitter le pays. Il ne doit pas quitter le pays. Donc il y a soupçon de détournement là-dessus? Type de redevabilité. Après avoir géré, il faut rendre compte. Ouais. Donc je vous dis ici, là, il y aura des arrestations en cascade. Monsieur Isidore Kwanja, d'après plusieurs sources, il aurait déjà un passeport. Et c'est un passeport mais tout le monde, les gens disent que c'est un Congolais digne de ce nom qui a fait preuve d'une organisation impeccable. C'est un modèle. Il a fait rêver les Congolais. On a vu la cérémonie d'ouverture, même lors de la CAN au Cameroun. On n'a jamais vu ça. Moi, je sais qu'il a un passeport congolais diplomatique. Que d'après plusieurs sources, il semblerait qu'ils sont passeport canadien. Au conditionnel. Son passeport canadien. Je dis passeport canadien. Donc, c'est qu'il y a déjà des petits couacs. Le monsieur doit se justifier. C'est canadien, congolais doit se justifier. Donc, c'est ce que j'ai dit parce qu'il y a déjà, d'après plusieurs sources, des malversations financières. Je comprends votre question. Pourquoi cette accélération, l'envie, pourquoi cette volonté qui n'a jamais existé, les problèmes du Congolais qui sont connus au quotidien, on ne voit pas la présidence impliquée, on ne voit pas les gouvernements impliqués, mais là, comme sujet de la francophonie, on a vu une forte implication du président de la République, une forte implication tous les gouvernements mobilisés, hein? Et on voit les Samaloukonde avec ses ministres, des Kaboulo, tout le monde, en basket, ketch, pantalon kaki, chapeau, chemise blanche, dans tous les sites antidécionnés. Mais si Samaloukonde, avec tous ses ministres, sillonnait ainsi tous les jours pour voir comment les Congolais vivaient, ça aurait dû être une très bonne chose. Mais j'ai vu Samaloukonde, les Mouyaya, tous les ministres, en pantalon kaki, en basket. Pour vous, il ne fallait pas qu'ils fassent ça, qu'ils s'impliquent. Ils ont mouillé maillot, ils ont mouillé chemise, et puis dire Paris réussi. Mais c'est Paris réussi. Doit être aussi doit être le cas pour les problèmes des Congolais qui, pendant 4 années, 5 années, n'ont pris le pouvoir en place, n'a pas su gagner ces paris pour les Congolais, mais ça n'a gagné que ces paris pour les jeux de la francophonie, pour les problèmes des Congolais, ne sait pas. Alors, cette implication de tout un gouvernement, de tout un régime, c'est quoi? Mais mon cher ami, vous savez que nous sommes dans une perspective électorale. Charles Kenkakou. Les élections arrivent. Je pense que
on peut avoir ces élections ou pas. Mais nous sommes dans Donc, pour vous, il n'aurait pas fallu que le gouvernement puisse s'impliquer pour que nous parvenions à ce succès. Vous savez que nous sommes dans une perspective électorale. Il y a un bilan inexistant. Un bilan qui pose problème. Depuis que l'Union sacrée est au pouvoir. Alors, laissez-moi vous poser. Très bien. Mais laissez-moi vous poser alors cette question-là, parce que vous voulez directement anticiper sur ma question. Est-ce que Yves Buya, ces 9e Jeux de la francophonie sont une occasion pour la réélection de Félix Tshisekedi? Mon cher ami, c'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Il n'y a pas un bilan présenté aux Congolais au mois de mai, au mois de décembre, pour dire que depuis que nous sommes là, regardez ce qu'on a fait, on a amélioré les logements sociaux, les fonctionnaires. Il n'y en a pas, l'électricité, l'eau à manger, il n'y en a pas. Maintenant, il faut se greffer à la francophonie pour dire aux Congolais, voilà ce qu'on a fait pendant 5 années. Où on dit, deuxième mandat Ezali, où on nous dit, bilan Yebani, bilan Yangoyo. C'est devenu de la récupération politique, malheureusement. Les Jeux de la francophonie sont devenus de la récupération politique, où on voit les politiciens de tout bord de l'Union sacrée nous dire, voilà, sous l'air Fachi Béton. Sous l'air Fachi Béton, sous l'air IDPS, on n'a jamais vu ça. 60 ans après, combien d'années après, voilà, nous, il faut un deuxième mandat. Mon cher ami, c'est de la récupération politique, ça. Ça, c'est de la pure récupération politique, et c'est ce que je note. Donc, le succès n'a rien à voir avec Tshisekedi, c'est venir. D'ailleurs, vous savez, je vous donne une information, le Canada avait décliné l'offre d'organiser ces 9e Jeux de la francophonie. Vous avez été formé comme moi, vous le savez. Mais cette précipitation du Congo, c'était quoi? C'était fait à dessein. On récupère, on va accélérer les choses. Comme on n'a pas un mandat, un bilan, maintenant, nous allons offrir ça aux Congolais comme bilan. Mais que réagissez-vous lorsque vous voyez quelqu'un comme Cardinal Ambongo, qui est reconnu pas trop tendre envers le régime, reconnaître la réussite de ces Jeux de la francophonie? Est-ce que vous ne pensez pas que... Le cardinal Ambongo prêche les catholiques comme moi. Chaque dimanche, qui mange la communion dans ma paroisse à Saint-Charles-et-Longa. Mais le cardinal Ambongo ne peut pas émettre une analyse comme moi, des analyses constructives. C'est là où lui ne peut pas émettre des analyses constructives. Non, moi c'est ça mon domaine, j'ai étudié ça à l'école. Donc, cardinal Ambongo ne peut pas faire des analyses constructives. Il a ses analyses à lui. Il a sa perspective, sa façon de voir les choses. Mais moi aussi, j'ai dit, pour moi, ça a été une aubaine pour le pouvoir de comprendre que là, comme... Je vais revenir à vous. Marc Gadi Diana. Je vais revenir à vous. Je vais revenir à vous. Je vais revenir à vous. Je vais te redonner la parole. Oui, s'il te plaît. En 2 secondes. Pour dire, voilà les bilans. La preuve, quand ça a commencé, vous avez dans les dessins, dans les décors, on ne voyait que les effigies du chef de l'État. Ça sera une question que j'ai. Ça sera une question que. Comme au stade des martyrs. Je vous poserai cette question. Alors, Mike Gardi Diana. De la récupération politique. S'il vous plaît. Pour justifier un bilan inexistant. Je vais revenir à vous. Donc ça, Mike Gardi Diana. Vous l'avez dit et je l'ai dit ici aussi. Le monde est étonné de voir les Congolais faire des choses comme ça. Est-ce que pensez-vous que ces Jeux de la francophonie, la population a réagi? Selon les différents baladeurs que nous avons suivis, que ce soit dans les réseaux sociaux, les Congolais émerveillés ont reconnu ce qui est fait, la construction des infrastructures et tout ça. Pensez-vous que c'est une occasion pour le deuxième mandat, la réélection de Félix Tshisekedi? Merci pour la question. Une petite précision. Quand l'État congolais débourse de l'argent, la DGCMP, c'est le policier en termes de passation de marché public. Même pour les amis qui ont géré les infrastructures, il y a eu ouverture de prix, il y a eu passation de marché public. Mais j'aimerais rappeler un détail. Le marché des gré à gré n'est pas une infraction. Il devient infraction dès lors qu'il n'a pas préalablement obtenu l'autorisation de celui qui est censé certifier. L'avis préalable. Exactement. Donc, en gros, si vous me dites qu'Isidore Kwanja... Et ce n'est pas dans tous les domaines. Hein? Ce n'est pas dans tout le domaine. Il y a les domaines où les gré à gré est autorisé.
si vous me dites que Isidore Kouandja est allé au niveau de la DGSMP, il a obtenu l'autorisation de la DGSMP pour passer des marchés de gré à gré, à ce moment-là, on ne parle pas d'une infraction, ce n'est pas une faute. À ce moment-là, le problème se situe où? Je vous ai dit ici que dans ces budgets-là, il y a eu une part de la RDC, mais le gros budget organisationnel a été moulé dans le budget de la francophonie et particulièrement de jeux. Je reviens sur votre question. Quand vous parlez, est-ce que c'est une occasion pour la réélection du chef de l'État? Si vous le dites de manière technique, de manière crue, il n'y a aucun lien entre l'organisation des Jeux de la francophonie et la réélection du chef de l'État. Mais, sur le plan sociologique, l'élection étant un mécanisme politique, ceux qui participent à ces élections votent selon plusieurs facteurs. Tout à fait. C'est-à-dire que le Congolais aujourd'hui, rien que par le simple fait, il suffit de regarder l'engouement, peut considérer les vécus pendant le 9e Jeu de la francophonie comme un pas et décider d'échanger son opinion sur le candidat, particulièrement le chef de l'État. Ce qui est sûr, c'est que le jeu de la francophonie aura de l'incidence sur la psychologie électorale des Congolais. Il y a certains qui vont faire évoluer leurs considérations, et rien que pour ce qu'ils auront vécu pendant le jeu de la francophonie. Est-ce qu'ils auront vraiment raison de le faire? Le fait de voir que les Congolais sont aussi capables de faire ça. Est-ce qu'ils ont raison de penser de cette façon-là et en fait de renouveler leur confiance au président Tshisekedi? Je ne pense pas avoir les quitus de vérifier s'ils ont raison ou pas, parce que je vous ai dit ici que le choix du vote est un choix subjectif. Je peux voter Charles Quincanque juste parce que sa tête me plaît. Si vous voulez maintenant dans les détails, techniquement, je crois que la notion du vote répond à beaucoup d'exigences. Mais je crois que si quelqu'un estime que ce qui a été fait résulte d'une volonté qui mérite à ce qu'on lui accorde beaucoup plus de chances pour pouvoir continuer dans cette volonté et faire encore plus après, je ne vois pas en quoi il pêche. Ça veut dire, en des termes simples, si un Congolais estime que si en peu de temps, ou encore pendant cette période, pour le jeu de la francophonie, il a été capable de faire en sorte que les choses se déroulent de cette manière, j'estime que si je lui accorde encore 5 ans, il peut nous construire encore des infrastructures sportives ou autres qui nous permettra de nous détendre, libre à lui. Alors, toi, personnellement, quel peut être ton point de vue en voyant ce qui s'est passé? Mon point de vue à moi, mon vote est très sacré et très précieux. À la différence du citoyen lambda, j'ai des exigences énormes pour pouvoir décider. Qui vont au-delà des jeux de la francophonie. Au-delà des simples dimensions émotionnelles et de la dimension divertissante de la vie. Vous savez, un sportif, par exemple un basketteur, qui vit ces histoires-là, qui lui permet de se préparer très compétitif pour rêver d'aller jouer dans des compétitions au niveau international, ça peut être une raison très factuelle pour lui. Tout à fait. Il dit, c'est une chance pour moi de pouvoir travailler ma carrière et gagner ma vie convenablement. La plus grande difficulté qu'ils avaient, c'est qu'ils travaillaient dans des très mauvaises conditions. Dès lors qu'ils arrivaient dans les compétitions internationales, ils étaient en déphasage avec les autres. Parce que la préparation doit être adéquate aux instruments de jeu. Et si aujourd'hui, ils estiment qu'on peut se préparer dans le contexte international, et ce qui me permet de rehausser mon niveau pour pouvoir être compétitif sur le plan international, ça peut être une raison factuelle pour lui de voter. Autant que pour un footballeur. Est-ce que pensez-vous, comme Yves Bouya le disait ici, qu'aujourd'hui, il y a pratiquement une récupération politicienne dans les chefs de ceux qui dirigent aujourd'hui? Mais il a raison. Et ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Je vous explique pourquoi. On parle ici, on est dans une période électorale, non? Alors il faut faire flèche de tout bas. La période électorale est une période de marketing. Quelle est la grande bataille? D'où l'implication là. C'est dû essentiellement à ça. Pour l'implication, je ne peux pas prouver parce que ces jeux, c'est comme il a dit, le Canada est réorganisé à la base. Le Canada, pour des raisons qu'on ignore, a décidé de décliner l'offre. La RDC étant présente pendant l'organisation de la plénière avec le comité, en tant que membre et surtout le plus grand pays francophone, la RDC a décidé, dit, bon écoute, je vais quand même prendre la responsabilité d'organiser ces jeux. Prévu initialement en 2022, ça a été reporté pour des raisons d'ordre organisationnel. En 2022, ce n'était pas une année électorale. Et cette année-là, il ne faudra pas oublier, il y a eu 3 nominations à la tête du comité national des Jeux de la francophonie. On a accordé au premier comité, qui a brillé par le détournement et l'incivisme. Le deuxième, pareil. D'où il faut féliciter Isidore Kouandja, qui a relevé le défi. Jusqu'à trouver Isidore Kouandja dans un temps limité, on dit,
faut le faire maintenant parce que ça va de l'honneur de la République. On aurait refusé d'organiser, ok. Mais maintenant, on a pris la responsabilité d'organiser, on ne peut pas dépasser ces délais-là. Il faut reconnaître une chose. Je vous ai dit que dans l'homme, il y a toujours des failles. Et surtout que dans le domaine des infractions, ce n'est pas à nous de qualifier les infractions, surtout des infractions d'ordre financier. Mais ce qui est sûr, c'est que ce monsieur-là a quand même réussi à faire révéler. Vous parlez d'Isidore Kwanja. Je parle d'Isidore Kwanja. A quand même réussi à faire rêver les Congolais. Quand vous parlez de question de l'élection, le Congo est un pays de culture, d'art et de sport. Organiser un événement qui n'a peut-être pas d'incidence économique directe, comme les gens peuvent le penser, mais qui, sur le plan diplomatique, sur le plan image, sur le plan international, et culturel, réunir des artistes tels qu'on a vu positivement le gens, peut facilement promouvoir des talents. Je crois qu'il ne faudra pas ignorer. La société est un tout, c'est un bloc. C'est un investissement dans la jeunesse. Exactement. Donc, en gros, ici, il est vrai qu'aujourd'hui, la question du vote, quand on regarde la réalité sociologique de la RDC, les premiers agrégats qui peuvent justifier le choix d'un dirigeant, c'est le contexte social, particulièrement la vie de tout le jour. Ça, c'est une certitude. Il y a difficulté à ces niveaux-là, mais il n'y a pas que ça aussi dans la vie. Ce qui est sûr, c'est que c'est prioritaire, mais en dehors de ça, dans l'organisation de la société, il y a autre chose. Autant qu'on a été content ici quand on a obtenu notre premier CHAN, puis un deuxième, et que finalement, cette période-là, ça a servi aussi d'argument. Ça a prouvé à suffisance que le sport congolais commence à prendre de l'élan, autant que le jeu de la francophonie sera un indicateur pour le sport et pour la culture congolaise. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va passer au deuxième sujet. C'est cette... Alors, j'aimerais que vous, Mike Gardi-Diana, vous commencez à vous aborder ces deuxièmes thèmes qui est lié à la proposition de l'Église catholique, c'est la SENCO et l'ECC, qui ont demandé à la CENI d'accepter qu'il y ait un audit du fichier électoral, question d'apaiser les parties prenantes. Et ils ont défini comment cet audit-là doit se faire. Pensez-vous qu'aujourd'hui, la SENCO et l'ECC ont raison pour apaiser les tensions, rassurer tout le monde, d'aller auditer les fichiers de la CENI? Ils se prennent pour qui? Voilà une question que quelqu'un posait. La question est trop directe et trop brutale en fait. Ils se prennent pour qui? Ils se prennent justement pour cette société civile, partenaire de premier rang de la CENI. Il ne faudra pas qu'on ait la culture généralement de pouvoir s'attaquer aux propositions. On est un État d'intellectuels, les gens peuvent réfléchir et surtout que l'ECC et la SENCO sont des partenaires de taille de la CENI. Ils sont libres de pouvoir faire des propositions et libres aussi, acquis de droit, de pouvoir décider comment et si c'est faisable. Les gens ne le savent pas. Quelles sont les implications de pouvoir refaire l'audit du fichier électoral? C'est-à-dire que si dans cet audit du fichier électoral, il y a une décadence, ne serait-ce que de 2 voix seulement, c'est-à-dire que la proposition de la loi sur la répartition des sièges, qui est à l'Assemblée nationale, doit être revue. Qui endosse le retard? Ou à la limite, si jamais, vous savez, ça peut être aussi vrai. C'est un travail humain. Les imperfections, il peut y en avoir. Il faut aller avec ça. Non, pas aller de l'avant avec ça. Il faut y aller avec ça. Je ne suis pas encore dans cette dimension. Je suis dans la dimension, les implications d'aller encore dans la dynamique de refaire l'audit du fichier. Mais je voulais déterminer le caractère de ce qu'on appelle audit externe. La notion de l'audit externe est un fait de gestion. Aucun texte légal n'est contraint la CENI à pouvoir aller dans l'audit du fichier externe. Je le répète, il n'y a aucun texte qui lui oblige d'y aller. Pourquoi on y va? Parce qu'on est dans un contexte congolais où la méfiance est traditionnelle. C'est ce qui justifie le fait que dans les États développés, l'organisation des élections est l'apanage du ministère de l'Intérieur, mais nous, on a trouvé un chiasme. On a mis en place, les États africains, une commission indépendante. Mais malgré la mise en place de cette commission électorale indépendante, la méfiance reste de mise. Les gens n'ont cessé de lier la CENI à la politique parce que cette CENI dépend financièrement du gouvernement. Ce qui fait que la méfiance est restée presque culturelle et traditionnelle. Quoi que vous fassiez, l'opposition dira que cette CENI-là joue pour le pouvoir. Et c'est la mentalité africaine. Maintenant, pour apaiser, il faut qu'il y ait un consortium. Une institution internationale qui jouit d'une certaine crédibilité, qui viendra auditer pour apaiser. Ce qui n'a pas été le cas avec l'OIF. Hein? Ça n'a jamais été le cas. Même pendant les élections de 2018, c'est OIF-là qui, depuis toujours, nous accompagne. Cet OIF-là,
on n'a pas hésité à pouvoir s'attaquer. Et nous connaissons les contestations. On est de... Il y en a toujours eu, même quand c'est l'OIF qui audite le fichier, il y a toujours eu un problème. On a toujours... Est-ce que cette fois-ci, malgré les retards que vous venez d'évoquer ici, malgré les incidences que cela peuvent faire surgir, les incidences liées notamment à l'audit du fichier électoral, ne pensez-vous pas que pour jeter des bases solides, l'organisation des élections, cette fois-ci crédible, transparente, dont les résultats seront acceptés par tout le monde, qu'il faut absolument accepter cette proposition de l'Église catholique et les cesser, même si cela peut générer des retards? Je pouvais être d'accord avec vous s'il n'y avait pas des alternatives meilleures que celle-là. Quand les opposants ont rencontré la CENI, il a dit, bon, votre problème, c'est l'audit. Vous réquisez la qualité du fichier électoral. C'est bien ça, oui. D'abord, de un, ce que nous, on a fait, c'est ce que même l'OIF fait. Parce que jusqu'à preuve du contraire, le cabinet, exclusivement, révision ou encore question électorale, n'existait pas. C'est-à-dire que même quand vous donnez à l'OIF, il recrute des experts qui viennent faire ce travail-là au nom de l'OIF. Au nom de l'OIF. On a juste contourné parce qu'on avait des difficultés. On ne s'est pas entendu avec l'OIF. C'était notre première option. L'OIF a décliné l'offre pour des raisons de timing. C'est pourquoi on a levé cette option-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un caractère international qu'on peut réquiser à ces fichiers parce que les gens qui ont présidé cette commission, c'est des gens venus de l'extérieur avec des expériences mises à la place publique, connues de tous. Mais maintenant, quand vous dites accepter, ok, je peux accepter. Mais puisqu'on est partagé entre le besoin de satisfaire tout le monde, et l'exigence constitutionnelle de tenir... Mais ce qui est plus important, c'est la paix, hein, la bonne tenue des élections. Hein, c'est plus que les délais constitutionnels. Laissez-moi y aller. Puisqu'on est tenu sur l'obligation, justement, d'assurer l'accalmie pendant le processus électoral et l'exigence constitutionnelle, il faut trouver une solution palliative qui satisfasse tout le monde. C'est quoi la solution? Le fichier électoral, c'est juste la base de données des différents électeurs. La CENI a dit, pour vous prouver que ce fichier-là est viable, voilà ce que je veux faire. Afficher la liste des électeurs 15 jours avant. Non. Oui, 15 jours avant la date de la tenue des élections. Hein? Qui vous a dit 15 jours? Oui, c'est ce que Kadim m'avait dit, non? Non. Ça, c'est une exigence de la loi. C'est-à-dire que 15 jours avant, il faut publier dans le bureau de vote. Mais la CENI a décidé, dit, pour apaiser tout le monde, on peut le faire dans un délai relativement convenu entre nous. Comme ça, vous donnez le temps, avec vos services, de vérifier s'il y aurait des fictifs dans ces listings-là. Mais aujourd'hui, lorsque la Senco, avant que Yves doit parler, lorsque la Senco dit, et l'Église catholique, il faut associer aussi les autres organisations qui s'occupent des élections, notamment les centres Carter, vous ne voyez pas que cela peut vraiment apaiser tout le monde? Au lieu que cela soit fait par la CENI elle-même? Je ne sais pas, quand vous parlez d'associer tous les autres et fait par la CENI elle-même, l'audit du fichier électoral n'a pas été fait par la CENI. Ça a été fait par des experts. Très bien. Vous aurez la parole pour terminer là-dessus. Pour préciser un élément. Aujourd'hui, il faudra dire une vérité. La vérité, c'est quoi? Il est vrai que le climat est tendu. L'opposition, comme d'habitude, traditionnellement. Je vous ai dit que l'élection chez nous, c'est un jeu de rôle. Vous pouvez changer les acteurs, les revendications sont les mêmes. Les mêmes arguments utilisés par le pouvoir actuel qui est à l'opposition, c'est les mêmes arguments que l'opposition d'aujourd'hui l'utilise. Mais la meilleure chose, c'est qu'il ne faudra pas avoir l'habitude de constamment vouloir aller satisfaire l'opposition. Merci beaucoup. Ils doivent aussi faire des compromis. C'est-à-dire que pas satisfaire, mais trouver quand même intérêt d'attente pour que les choses soient bien faites. C'est quoi? Ce n'est pas forcément demander à l'autre de revoir, parce que c'est lui mettre en retard quand on vivra la même opposition. Quand il se rendra compte que ce fichier électoral est viable et qu'on aura des retards dans l'organisation des élections, merci beaucoup. Transition sans Tshisekedi. Merci beaucoup. Yves, est-ce que ce n'est pas finalement un piège tendu au pouvoir par l'opposition et la société civile, une frange de la société civile, notamment la Senco, l'ECC, pour que finalement qu'il y ait ce dialogue-là qui va déboucher sur... un dialogue afin que Kabila, Fayoulou qui aujourd'hui sont à l'écart puissent intégrer les processus électoraux? Écoutez, il faut dire la vérité aux Congolais, cher Charles Kinkankou. Moi, je suis journaliste. Je ne suis pas pour dire j'aime dire la vérité au peuple. Il faut dire aux Congolais que les élections en 2023, le 20 décembre, sont devenues hypothétiques. Il faut dire ça aux Congolais. Mais aucun acteur politique
ne veut porter cette responsabilité. Hypothétique à cause de la composition de la Senco non, et les d'abord les moyens, les finances posent problème. Non, ça, ce sont des affirmations qui restent à vérifier. Répondez un peu à la question que je venais de vous poser maintenant. Laissez-moi, je vous réponds bien sûr. Je peux répondre dans un sens affirmatif, tout comme pas. Je vous dis ici, il faut dire la vérité aux Congolais, que les élections le 20 décembre 2023 sont hypothétiques. Très hypothétiques d'ailleurs, je l'ai dit. Très hypothétiques d'ailleurs, parce que, je vous dis ici, les finances posent problème. Quand vous parlez avec certains membres de la cellule, soit du cabinet Kadima, ils vous disent que les moyens posent problème. Lui-même, Kadima, vous l'avez plusieurs fois suivi, il vous dit que les moyens posent problème. C'est fait et c'est dit. Quand vous voyez Kadima vous dire que j'ai déjà fait auditer les fichiers électoraux, qui est une base de données des électeurs, et que puis après vous voyez venir les CC et l'Église catholique pour vous dire, pour décrisper un peu la situation qui est tendue, nous nous portons garant pour auditer ces fichiers. Il faut dire aux Congolais que les élections sont hypothétiques, mais à la différence qu'aucun acteur politique, tout comme la majorité, l'union sacrée, dont l'opposition veut emporter la responsabilité. Ils veulent en constater comme un fait. Un fait, on est là, on est le 20 décembre, il y a un problème d'ordre peut-être technique, il y a un problème d'ordre financier. Mais ça, c'est vous qui le dites. Nous avons suivi la CENI. Il y a une forte détermination du côté du pouvoir. Il y a même certains opposants, même ceux du camp des Fayoulou, qui ne cessent de dire que Tshisekedi veut aller aux élections avec Kadima pour occasionner encore une autre fraude électorale. Mais vous parlez des élections hypothétiques. Vous savez, en 2011, nous avions eu des élections ici, législatives et présidentielles, sans les provinciales. Nous sommes journalistes. Et les élections provinciales ont été postposées. Et jusqu'en 2015. Nous arrivons en 2015. Corneille Nangaa nous a lancé les dépôts des candidatures pour les élections provinciales. Les gens ont déposé, ils ont consigné même la caution. Et puis par après, il n'y avait plus rien. C'est dans cette dynamique que nous apporte Kadima. Pour ne pas laisser les vides planer, les doutes planer. Kadima nous apporte parce que lui aussi ne veut pas. Tu penses que tout ça c'est de la mascarade? Non, écoutez, Kadima aussi, il a une peau à préserver. Il s'est dit observateur international. Il ne peut pas dire qu'ils sont dans une période électorale et laisser les pays dans un fourre-tout. Non, il va avancer avec ce qu'il obtient. Quand vous parlez, quand M. Kadima a reçu les opposants, Fayoulou, c'est Sanga Matata, c'était quoi les mots d'ordre, les vrais leitmotifs, les ventres mous de la discussion? C'était quoi? Les finances. Il fallait apaiser ses esprits. Et Mouzit est sorti, Mouzit vous a dit que je ne crois pas à ces élections. Déjà, en termes de mesure des recettes, le mois d'avril a toujours été un mois fiscal. De janvier jusqu'à mars 2023, en termes de mesure des recettes, au lieu de mobiliser 1 milliard de recettes, les gouvernements n'ont mobilisé que 500 millions. Ça pose problème. S'il faut organiser les élections, on doit puiser dans d'autres secteurs. Maintenant, ils sont allés, à la limite, ils sont allés s'endetter. J'apprends. Il y a les élections de Bretton Woods auraient, je crois, défalqué 500 millions. Mais ces 500 millions, une partie a été... Vous abordez carrément, un autre aspect. Moi, j'ai posé la question par rapport à la proposition de la Senco et de l'SSC. Je vous réponds. Une partie aurait été défalquée dans l'effort de guerre. Une autre partie est restée, puisqu'elle a été aussi investie dans d'autres problèmes, dans d'autres dépenses de la République. Donc, quand vous voyez, c'est pour vous répondre grosso modo, vous voyez que après le départ des catholiques, des cathos, vous voyez les CC qui étaient partis, qui ne croyaient pas, qui avaient d'ailleurs accusé Monsieur Denis Kadima pour lui dire que ce n'était pas, il n'organisait pas des élections fiables. Et à la faute, à défaut de récupérer l'OIF, Cholet, vous vous rappelez, avait dit à Kadima, il faut nous trouver une solution palliative crédible. Mais eux-mêmes reviennent à charge de ça pour dire, non, écoutez, nous sommes prêts d'auditer ces fichiers électoraux avec d'autres structures pour apaiser. Ça signifie quoi?
comme s'il faut auditer, Mike Gardi l'a dit, il faut encore revoir la loi électorale. Le Parlement est en vacances. Le mois de septembre sera un mois purement budgétaire. C'est-à-dire ça sera une session budgétaire. Il faut revoir le seuil. Il faut tout revoir. Ça sera, donc comme disent les juristes, tout sera à bon. Alors, si, parce que là, vous voulez insinuer qu'il y a des manœuvres dilatoires pour qu'il y ait un glissement. Qui serait alors à l'origine de ça? Je vous dis pas de manœuvres dilatoires. Je vous dis ici qu'il y a un acteur politique ici qui siège dans une institution d'appui à la démocratie qui consulte déjà. Bon, là, ce sont tes câbles écoutez, mes qui chers peuvent Lequin, être défectueux ou en bon état. Non, moi, je ne suis pas dedans. Non, laissez-moi terminer. Laissez-moi finir ma pensée. Nous sommes journalistes. Nous ne sommes pas des politiques. Nous sommes journalistes. Notre rôle, c'est de donner l'information aux Congolais. Moi, je ne suis pas... Non. Moi, je ne parle pas des choses officielles. Moi, je suis dans l'officieux, mais qui sera officiel demain? Alors, il faut attendre. Je vous dis, laissez-moi terminer, s'il te plaît. Un acteur politique, je ne cite pas les noms ici, détail, qui siège dans une institution qui a déjà constitué Mukwege, qui a déjà constitué Fayulu. Bon. Laissez-moi finir. Qui a déjà appelé Matata, qui a déjà appelé Olivier Kamitatu pour leur faire part de ces glissements des 6 mois par faute d'organisation des élections le 20 décembre. En tout cas, 2023. Ça reste encore à confirmer. Nous sommes à la fin de cette émission. Pour vous dire que ces élections, pour moi, au moins qu'il est, comme on l'a dit, un miracle, comme on nous a fait preuve ici avec la francophonie. Tu as toujours rêvé un glissement. Moi, je n'ai pas rêvé. Depuis longtemps. Non, mon cher. Nous sommes à la fin de l'émission. Non, moi, je suis réaliste et objectif. C'est ça mon vrai problème. Donc, c'est ça mon dernier mot, alors? C'est ça mon dernier mot. Vous aurez le dernier mot. Okay, Mike Gardi, on est à la fin de l'émission. Oui, 30 secondes. Je crois qu'en 30 secondes, je veux dire une vérité. C'est que s'il faut rentrer dans les considérations économiques, je n'ai pas voulu, moi, faire des analyses ad hominem, prendre les questions. Si on se met à réfléchir à la place du gouvernement, regardez ce que le gouvernement fait en termes d'entrée avec ses régies financières, on aura beaucoup de raisons de pouvoir douter des élections. Regarde le défi qu'il y a aujourd'hui. Mais c'est comme je vous ai dit, dans un État, les solutions sont multiples. L'État congolais a des partenaires financiers et techniques qui peut aujourd'hui, pour telle ou telle autre raison, trouver des compromis pour pouvoir aller vers la dynamique des élections. Sur la question de consultation, je ne pense pas. Il est peut-être possible qu'aujourd'hui, la CENI, par d'autres voies non officielles, décide de contacter les politiques. Mais il ne faut pas oublier, ce sont des partenaires de la CENI. Ils se sont tous déclarés candidats à la présidence de la République. Si déjà la CENI l'a fait au vu et au su de tout le monde, à la lumière du jour à visage découvert, je ne vois pas pourquoi ça sera un problème s'ils décident de les appeler. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la CENI, dans son rôle d'organisateur, n'est pas seulement là pour des questions d'ordre technique, mais même dans les approches, pour les questions d'apaisement. Le processus électoral, je rappelle... Mais la dimension politique, ce n'est pas son problème. Laisse-moi, je veux dire, le processus électoral est un mécanisme politique. La crédibilité de ce qu'aura les élections dépend d'abord de la CENI qui organise et par le gouvernement ensuite. C'est la CENI qui doit créer ces climats d'apaisement, ces climats de confiance. Et justement, c'est à la CENI de pouvoir faire le travail. Encore faudra-t-il que ces climats aient lieu parce que qu'est-ce qui prouve qu'après ces consultations-là, il y aura un climat? Non, moi je ne confie pas les consultations. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci, Mike Gardi. Il est peut-être possible. 30 secondes. 30 secondes, il ne serait pas bien et bénéfique pour la République d'aller aux élections sans Kabila, sans Fayulu. Ah, voilà, les mots et la chia. Écoutez, laissez-moi terminer, s'il te plaît. Sans Kabila, sans Fayulu. Ça serait aussi une mauvaise stratégie. Alors que Kabila était allé aux élections sans les autres. Non, une mauvaise stratégie électorale pour les présidents de la République. À l'idée où, si Kabila, Fayulu ne partait pas, nous aurons une seule personne aujourd'hui qui est une pilule amère pour les pouvoirs, c'est Katumbi. Pour moi, en termes d'analyse, les présidents de la République doivent... Kabila n'est même pas candidat, il n'ira même pas aux élections. Non, je parle du FCC. Du FCC, oui. Oui, du FCC. Pour moi, à la limite, il faut faire revenir les FCC au processus électoral, faire revenir le processus électoral. Pour que Tshisekedi gagne les élections. Non, ça permettra au président de la République. Là, ça va barrer la route à Katumbi. Non, ça permettra au pouvoir d'avoir plusieurs candidatures de l'opposition qui va en même temps émietter les voix de l'opposition. Donc ça va créer un boulevard pour la stratégie politique. C'est une analyse politique. D'où
il faut pour moi... Donc vous plaidez pour la réélection de Félix Tshisekedi? Non, je ne plaide pas. Je ne plaide pas. C'est une analyse que j'ai faite. une analyse. Ça a beaucoup fait gagner à Kabila de disperser l'opposition avec plusieurs candidatures et ça faisait toujours gagner Kabila. Ça lui a pas Merci empêché de beaucoup, gagner les merci élections. beaucoup, Ça cher faisait le plus grand opposant, Étienne Tshisekedi Wamoulemba. ça faisait toujours gagner. S'il était vivant, il Kabila. aurait absorbé tout Alors, ce ne dont pas le faire. Aujourd'hui, vous êtes en train de parler d'une stratégie qui va aller Non. au bénéfice de Félix C'est Tshisekedi. une analyse, pas stratégique. Merci beaucoup. Alors, pour finir, la fière chandelle. Tu sais, excusez-moi, pour moi, c'est une première fois que j'arrive ici. J'aime être honnête, objectif. J'ai visité par vous l'église Amen Télévision du pasteur Ministère Amen. ministère Amen du pasteur Léopold Mutombo. Vous savez, moi, je suis fervent catholique. Laissez-moi que la raison m'accorde quelques minutes. Chaque dimanche, j'aime manger ma communion dans ma paroisse. Nous avons toujours une très mauvaise image de ces hommes de Dieu que certains qualifient par moi des binzambi. Pourquoi? Parce que ils aiment pas investir. Quand vous partez chez eux, dans leurs églises, c'est des bicoques. Quand je parle des bicoques, c'est des petites églises où vous voyez les pasteurs avec 2 sœurs, 2 frères, avec les kichaka-chaka et les tam-tam, alléluia, amen, et devant, il n'y a rien. Et c'est plusieurs églises, mais qui vous prêchent l'évangile? Moi, je suis venu ici, je n'ai jamais rencontré les prophètes, les pasteurs, Léopold Mutombo. J'attends parler de lui. Et j'ai été des fois très critique envers lui. Mais quand j'entre dans ces temples, je vois l'architecture de l'église, je me dis qu'il a une vision pour son ministère. Merci. Je l'ai dit parce que des fois, nos pasteurs en font des trop et en abusent. C'est lui qui se dit pasteur, il se réveille chez lui le matin, il réunit femme et enfants, il prend 2-3 mapoutes du drapeau du Congo, qui l'encadre un petit espace. Et il merci. Donc, c'est que le pasteur, c'est que... Non, maintenant là, les gens qui ont commencé comme lui se sont arrêtés, mais lui, aujourd'hui, a investi dans son ministère. Merci beaucoup. Ça signifie qu'il a une très grande vision de son ministère. Et je lui dis, cher pasteur Léopold Mutombo, que Dieu vous aide et vos fidèles, restez dans la gloire de Dieu et travaillez toujours pour l'évangile. Ce que j'ai vu pour la grâce divine, pour l'intérêt du Christ, restez et demeurez dedans. Amen. Merci beaucoup Yves Bouya, merci beaucoup je suis Mike pas païen, hein? Je suis pas païen, Diana, merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Merci. Rediffusion de cette émission sur Amen TV à 18h30. Mais vous allez suivre cette émission sur YouTube, GSR Congo TV, mais aussi sur Facebook, GSR Congo, sur Twitter, GSR Congo, sur TikTok, sur les comptes de Charles-Quint Kankou, Moïla. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés. Il veut nous comme apôtre.